Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et l'ensemble de vos chaînes locales et régionales. Avec nous, vous allez partir découvrir les lieux et les patrimoines de nos régions, villes et villages, avec toutes les équipes des télévisions locales de France. Tout de suite d'ailleurs, c'est le portrait d'un des plus emblématiques sites naturels de Bretagne, les caps d'Erquy et de Fréhel que nous allons découvrir. L'été, la faune, la flore sont à leur apogée et je vous propose de prendre un grand bol d'air avec ce reportage signé des équipes de la chaîne TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Regardez. C'est le site naturel le plus visité de Bretagne, le grand site Cap d'Erquy, Cap Fréhel. En cette période de l'année, il est paré de ses plus beaux atours grâce à la floraison des ajoncs et des bruyères. Je l'ai trouvé magnifique en fait, ces falaises escarpées, les faucons, vraiment très inspirant comme endroit, très ressourçant. On a la chance d'avoir vu pas mal d'oiseaux, donc il y a plein de petits animaux, tout ça, donc très belle nature. On a pris des belles photos. Et elles ne sont pas les seules. Ce garde du littoral se rend régulièrement sur le site. En ce moment, il existe un spectacle hypnotique, le ballet de 3000 oiseaux venus se reproduire. Il représente 80% des guillemots de France et 50% des pingouins tordas, un véritable enjeu national. Les guillemots, dès qu'ils vont atteindre l'âge de 3 semaines, vont se jeter à l'eau sous l'appel de leurs parents pour que les parents continuent de les nourrir en fait en mer. On entend des cris de guillemots aussi bien d'adultes que de poussins qui leur répondent et qui met une vie toute particulière, une ambiance toute particulière en ce moment-là. Et pour découvrir pleinement le site et les richesses du territoire, suivez le guide. Une centaine d'animations estivales sont proposées. Il y a à peu près pour tous les goûts. On va travailler avec l'école de vol pour faire des sorties kayak le samedi. On a une sortie pour les tout petits pour découvrir l'estran et toute la vie qui traîne à marée basse. Et une dernière animation qu'on réalise sur le point emblématique du territoire qui est le Cap Fréhel, tous les lundis soirs à 18h. Alors rendez-vous sur ce grand site de France où la Côte d'Émeraude n'a pas fini de vous émerveiller. Majestueux, le Grand JT des Territoires vous emmène à présent dans les coulisses du château de Versailles avec Bernard Drault qui est horloger. À lui seul, il s'occupe des 75 carillons de la demeure du Roi Soleil. Nos confrères de TV78 situés dans les Yvelines l'ont suivi. C'est le portrait du jour. Regardez. Dès 8h, Bernard Drault investit le château de Versailles le lundi, jour de fermeture au public. Il connaît bien le lieu puisqu'il y travaille comme horloger depuis 18 ans. En une demi-journée, j'ai fait à peu près le tour du château, et puis après il y a les Trianons aussi. Mais bon, ça dépend aussi des horloges, parce que quand il y en a une qui est déréglée ou qui ne marche plus, il faut quand même se pencher sur son quart. Bernard Drault s'occupe des 75 horloges du château de Versailles. Une des missions de l'horloger, les remonter. Il débute avec cette horloge créée par Jean-Baptiste Bayon. On trouve des éléphants, figure phare de l'époque. Là, j'ai relancé l'horloge, et là, je la remets à l'heure, donc en m'arrêtant à chaque sonnerie. Dans l'appartement du roi, Bernard Drault remonte les poids de cette pendule à plusieurs fonctions toutes les 3 semaines. Dans l'antichambre de l'appartement de la reine, une autre horloge du XVIIIe siècle a une particularité. Les cadrans du haut donnent l'heure, le cadran rond en dessous indique la date. Le joaillier veille sur le mécanisme délicat des horloges, il les regarde, les inspecte et s'attarde sur cette horloge automate offerte en 1706 à Louis XIV qui fait partie du Salon Mercure. Cette horloge ne marche pas continuellement. Si tout le monde sait que l'horloge fonctionne, au lieu que ça s'écoule, tout le monde va rester ici en attendant que l'horloge sonne et donc c'est l'émeute. Et la hauteur des poids est très faible, donc si on voulait que l'horloge fonctionne continuellement, il faudrait que je la remonte au moins une fois par jour. Horloger, un métier transmis de génération en génération, Bernard Drault travaille dans la société familiale depuis ses 20 ans. Il est toujours aussi minutieux. Toutes ces horloges ont quand même minimum entre 200 et 300 ans. Ce sont des petits détails, mais déjà beaucoup au bruit. Le bruit, c'est très important. Le battement du balancier et le bruit qui en résulte on sent si l'horloge est en bonne santé, quoi. Sa santé, Bernard Drault l'entretient avec ses nombreux déplacements dans le château de Versailles. La porte grince un peu, normal dans les vieux châteaux.
Les dessous du toit abritent l'ancienne forge de Louis XVI à côté de la tringlerie. Elle s'occupe de l'horloge de la cour de marbre placée en extérieur. Elle a été réalisée en 1769. C'est la seule horloge où le remontage est automatique. On voit comment c'était avant. Sur les tambours, les 3 tambours qu'il y a là, il y avait un câble d'acier comme ça et des poids. Donc il fallait remonter l'horloge toutes les semaines pour que ça puisse fonctionner. En 2000, le dispositif a été électrifié avec des chaînes de vélo et des moteurs électriques. Les poids sont remontés et l'horloge est autonome. Il faut toutefois la mettre à l'heure comme les autres horloges dont s'occupe Bernard Drault. Il travaille aussi au Sénat et au Palais de justice de Paris. Voilà, direction la Loire maintenant, dans le grand JT des territoires, direction précisément Saint-Laurent-Rochefort, situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Leur patrimoine, leur culture, le tout vous est raconté par des enfants, ceux de la région. Et c'est un reportage signé des équipes de TL7, Télé Loire 7 à Saint-Étienne. Nous sommes 3 villages dans la Loire, entre Plaine et Mont-du-Forêt, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les débords rivière d'Arprois, l'hôpital sur Rochefort, Saint-Laurent-Rochefort. Nos 3 villages ont une histoire commune. On est à 1 heure de Saint-Étienne, de Clermont-Ferrand et de Lyon. Ici on est bien. On voulait être tranquille sans être isolé. On a vraiment eu le coup de cœur quand on est arrivé ici, à la fois pour le site et pour les gens. Le GR 89, chemin de Montaigne, traverse nos 3 villages. Ils sont aussi traversés par la même rivière dans laquelle se jettent plusieurs cours d'eau. Saint-Laurent, mon village d'étoiles et d'insouciance, de ruisseaux et de silence. Saint-Laurent où je m'enracine et me libère de mes racines. J'adore mon école! Grâce aux associations, on réussit le mélange des générations et on renforce nos liens. J'aime rouler par ces routes et aller de hameau en hameau. L'aide à la personne en milieu rural, c'est permettre aux gens de rester le plus longtemps possible chez eux. Nos jeunes font le choix de rester ici pour la qualité du cadre de vie, en créant une activité où on allant travailler à proximité. En installant mon entreprise sur la commune, j'ai pu investir de façon raisonnée. On est vraiment au cœur de la région, à proximité des grands axes routiers. À ma façon, je vends un produit local et maintiens du lien social. Ici, avec mon papa, on cultive des légumes et des fleurs. J'ai 6 employés et je suis passionné par mon village et mon métier. Depuis 2 générations, notre savoir-faire, c'est l'entretien du patrimoine local. On pense avoir trouvé le lieu idéal pour faire du produit naturel. Ici, il y a plein de choses à faire. Moi, plus tard, je voudrais être agriculteur dans le bio. Conduire le bus. Nous, on veut être footballeur, coiffeur, maîtresse, infirmier, docteur, agricultrice, pompier, chef de carrière, grutier, archéologue, chercheur, réparateur de moto, et moi des vélos, jardinier, serveuse, architecte, ingénieur, photographe, vétérinaire, apicultrice, puéricultrice, kiné, policière, peintre. Je veux monter mon centre équestre ici. Réhabiliter le commerce au cœur du village pour recréer un point de rencontre. Valoriser le bois, ressources locales, et en faire une filière d'avenir. Après avoir fait mes études à l'étranger, j'aimerais revenir ici pour monter mon projet professionnel. Moi, j'aimerais bien faire des jeux vidéo pour le monde entier et d'ici au débat. Le numérique apporte de nouvelles opportunités. Maman travaille avec des chercheurs de tous les pays sur son ordinateur. Grâce au très haut débit, on n'est qu'à quelques centièmes de seconde du bout du monde. Alors faites
le voyage et rejoignez-nous. Niché au cœur de l'Aisne se trouve un endroit insolite, les étangs du Moulin. Un lieu unique, à la décoration inspirée de l'Ouest américain, qui vous plonge dans l'univers des cow-boys. Hébergement en roulotte ou en chalet, des chalets d'ailleurs construits à la main par le propriétaire des lieux. Rencontre avec Sébastien Jacquiza, qui est co-gérant des étangs du Moulin. Regardez ce reportage. Tout de suite, je vais rejoindre Sébastien, notre cow-boy du jour, qui va me présenter ce repère insolite et me faire découvrir ses cabanes au bord de l'eau et ses jolies roulottes à la Charles Ingalls. Allez, c'est parti! C'est super beau! Et voilà. Donc ça, c'est l'étang du Moulin. Ça, c'est les étangs du Moulin. Une partie des étangs du Moulin, oui, tout à fait. Alors en fait, ça, c'est un camping que tu as ouvert avec Agnès par passion, quelque part. Tu as repris, ça existait déjà. En fait, c'est un camping qui appartenait à mon beau-père, donc le père d'Agnès. C'était qu'un parcours de pêche à la truite, en fait. Et nous, on a tout restructuré. Et on a décidé de ne pas faire les campings traditionnels et d'innover un peu sur le thème western, quoi, en fait. Alors, on s'en doutait un peu quand on t'a vu arriver. Hein, voilà, le chapeau, là, franchement, c'est adéquat. Voilà. Mais c'est vrai que même, on a la place du village, on a tout. Quand on arrive, on est véritablement comme dans un film. C'est ça. En un plan western. Allez hop, on y va. Voilà, c'est pas que des décors de cinéma, mais ça se rapproche quand même, quoi. Et alors, au niveau des habitations, ici, des logements, alors c'est vrai qu'on peut venir avec nos caravanes, on peut venir avec tout ce qu'on veut comme ça nous-mêmes. Voilà. Mais toi, tu as fait, voilà, des hébergements insolites. Voilà, on est parti sur l'hébergement insolite qu'on ne trouvait pas ailleurs en fait. Et toute fabrication est vraiment faite de notre propre main et c'est vraiment atypique, quoi. Et là, c'est le petit bébé, le petit dernier. Ça, c'est le petit dernier, c'est la cabane du castor. Eh ben moi, je vais aller voir le castor. On y va. C'est magnifique, Sébastien. Et voilà le petit dernier. Et tout est fait en bois en plus. Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment du produit français, que ce soit l'isolation, que c'est de laine de bois, le bois vient des Vosges, enfin, tout est vraiment produit français, quoi. On peut leur dire ou pas? Qui est-ce qui a fait ça? C'est moi-même, c'est un par une grande Il a tout dans sa tête, Sébastien, c'est lui qui fabrique tout lui-même, mais jusqu'à l'horloge, quoi. Ouais. C'est quand même incroyable, tu passes un temps fou pour ça, et c'est ça qui est génial ici, c'est qu'en plus, voilà, d'être vraiment coupé du monde. En plus de ça, on est vraiment dans des hébergements insolites qu'on trouve nulle part. Et ta magie, voilà, et ta magie, tu nous l'as fait partager en même temps. C'est bien, il faut. Ah bah écoute, c'est réussi en tout cas. Il faut. Et alors tout toi-même, tu récupères plein de trucs. Oui, je chine beaucoup, je récupère des choses qui me servent aujourd'hui ou demain ou un autre jour, et je vais vraiment récupérer des choses qui sont intéressantes, récentes ou pas récentes, quoi. Mais donc en fait, on passe des super vacances dans un endroit écolo, Made in France, voilà. C'est génial, quoi. Voilà, et tu as d'autres hébergements en plus, tu as les tipis, il y a plein de choses. Oui, il y a les roulottes, les chariots de pionniers. Les roulottes. Dans ce grand JT des territoires, on met le cap à l'est maintenant, dans les Vosges. Les expos photos en plein air fleurissent un peu partout, notamment sur les sites naturels remarquables. Un phénomène renforcé encore par la crise sanitaire, bien sûr. Un exemple dans un petit village vosgien qui accueille habituellement au printemps un festival de photographie naturaliste. Un reportage à Tignécourt d'une équipe de nos confrères de Via Vosges sur place. Pas de saison blanche pour la photographie naturaliste à Tignécourt, petit village du sud-ouest vosgien qui aurait dû accueillir son traditionnel festival Nature-Image au printemps, annulé pour les raisons que l'on sait. Qu'à cela ne tienne, le maître des lieux, lui-même photographe animalier reconnu, Fabrice Cahez, a sorti de son chapeau une exposition de plein air rassemblant une soixantaine de clichés, tous l'œuvre de 14 bénévoles de l'association. Fin septembre, les visiteurs peuvent venir à n'importe quel moment de la journée, visiter cette expo dans un cadre idyllique et champêtre du sud-ouest vosgien que tout le monde ne connaît pas. Il faut insister là-dessus parce quand on cherche une balade dominicale, on va souvent vers les Hauts-de-Vosges ou vers d'autres zones du Grand Est. Lui a appris à découvrir la richesse de la faune de nos campagnes. Joël Geffray est sartois, mais vient avec sa femme en pèlerinage à Tignécourt chaque année, où il expose régulièrement ses photos, au point de faire partie désormais de l'association Nature-Image.
Moi, venant de l'ouest de la France avec l'agriculture intensive, je trouve qu'ici la biodiversité est quand même assez riche. Quoique depuis une bonne dizaine d'années que l'on vient ici, on a déjà pu constater un changement. Quand on voit certaines cultures qui commencent à s'implanter ici, ça ne peut qu'être inquiétant. Une inquiétude qui fait consensus au sein des photographes naturalistes. L'absence de dérangement et la météo favorable durant le confinement ont certes apporté un petit répit à la nature, mais un répit seulement. Ce qui caractérise, c'est vraiment la marque est toujours bien plus foncée que la fouine. On se rend compte que toutes les bonnes habitudes qui ont été prises pendant le confinement, il y en a beaucoup qui ont déjà été abandonnées. On jurait pendant le confinement qu'on allait acheter local, qu'on allait se déplacer en vélo, qu'on allait réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On l'a fait par la force des choses. Maintenant, je pense que beaucoup de personnes ont repris leurs anciennes habitudes. Difficile de les en blâmer quand on habite à la campagne comme ici. Il en restera toujours quelque chose, c'est certain. De la parole aux actes, c'est ce qu'attendent les témoins de la biodiversité en danger. Cette exposition, baptisée La Nature à l'œil, est en libre accès jusque fin septembre à Tignécourt, avec des visites guidées ponctuelles sur inscription, dont une prévue dès ce dimanche après-midi. Nous repassons par la Bretagne maintenant, et si vous découvriez la Vilaine directement sur l'eau, pour voir ses recoins les plus sauvages. Voici un joli parcours à suivre en canoë-kayak à l'embouchure du Semnon, à 10 km au nord de Bain-de-Bretagne. C'est un reportage des équipes de TVR à Rennes. Péchatel est vraiment un carrefour pour les amateurs de randonnée ou de sport de nature. La balade en canoë, en pédalo, en canoë un petit peu plus sportif ma foi, mais du coup vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc en sillonnant soit la Vilaine, en passant les écluses, ou le Semnon, une petite branche du Semnon, où là c'est effectivement beaucoup plus sauvage. Vous n'avez pas le passage des bateaux, mais ma foi, la Vilaine vous emmène beaucoup plus loin. Sur une journée, pratiquer différents types d'activités, aussi bien la pêche, le kayak, possibilité de faire des randonnées avec des circuits balisés. Et puis après, l'idée c'est de venir faire une journée nature, se poser aussi un petit peu sur les bords de Vilaine pour venir flâner un peu. Il y en a beaucoup qui viennent pour ce type d'activité aussi. En fait, vous pagayez et après vous arrêtez, vous fermez les yeux et vous écoutez. Et je pense que là, déjà c'est un lieu naturellement calme et le fait d'être sur l'eau, je crois que ça se prête juste à un esprit peut-être un petit peu rêveur, quoi. Voilà, l'invité du Grand JT des Territoires, c'est François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France. Bonjour François-Xavier Lefranc. Bonjour. Bonjour Cyril. Alors Ouest France, c'est le plus grand quotidien francophone du monde. Évidemment, vous avez des prétentions vers l'Ouest, la ruée vers l'Ouest de Ouest France. Qu'est-ce que c'est ? Ouest France, c'est un journal de conquête qui est né à Rennes en 1944 et puis qui a conquis un lectorat très large, d'abord dans l'ouest de la France. Donc c'était ça le nom Ouest France. Mais maintenant bien au-delà, puisque nous avons des lecteurs partout dans le monde. Beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de TV5 Monde lisent Ouest France parce que nos informations elles sont diffusées sur des supports numériques et elles concernent beaucoup l'actualité internationale. Alors évidemment on parle beaucoup de l'Ouest, mais on parle beaucoup de toutes les grandes thématiques qui sont très fortes à l'Ouest et qui ont une résonance mondiale, l'économie de la mer, l'environnement, le numérique, les questions d'alimentation. Sur tous ces sujets, nous sommes évidemment très très présents. Et donc aujourd'hui, cet esprit de conquête, il regarde évidemment à l'ouest, à l'est, au nord, au sud,
Et on a envie de conquérir maintenant de nouveaux lectorats qui sont très loin de l'Ouest, même si cette région reste le socle, puisque c'est d'ici que tout est parti. François-Xavier Lefranc, Ouest France, eh bien, c'est le print, un des journaux les plus importants imprimés en France aujourd'hui, mais également aujourd'hui le numérique avec sa révolution. Alors quelles sont vos perspectives entre le print et le numérique pour le plus grand quotidien français qu'est Ouest France ? Aujourd'hui, en fait, nous sommes en conversation avec notre public, avec les femmes, les hommes qui sont abonnés, qui lisent Ouest France. Et notre objectif, c'est de pouvoir leur parler tout au long de la journée, 24 heures sur 24, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et évidemment, nous le faisons sur plusieurs supports, beaucoup de supports numériques, et puis le support du journal traditionnel, que l'on peut lire aussi évidemment en version numérique. Mais tout au long de la journée, quel que soit l'endroit où on habite dans le monde, si on a accès à Internet, on doit pouvoir lire Ouest France. François-Xavier Lefranc, Ouest France, c'est une énorme machine, évidemment plusieurs départements couverts, une énorme zone de diffusion. Racontez-nous un peu comment vous organisez toutes ces éditions. Alors d'abord, c'est une rédaction qui travaille en grande proximité physique avec son lectorat de l'Ouest. C'est-à-dire que ces journalistes, ces quelques 600 journalistes, il y en a évidemment au siège à Rennes, en Bretagne. Il y en a dans les 3 régions de Normandie, de Bretagne et des Pays de la Loire. Il y en a à Paris également, parce que nous avons une rédaction à Paris. Nous avons une 50aine de correspondants un peu partout dans le monde. Si vous voulez, Ouest France est un média qui raconte au quotidien depuis... le groupe Ouest France existe. Il y avait un autre journal avant Ouest France qui s'appelait l'Ouest Éclair, donc ça fait plus d'un siècle que cette grande maison raconte au quotidien l'histoire de chacune des communes de l'Ouest jour après jour. Et sur cet ensemble de l'Ouest, il y a des hauts lieux du patrimoine national. On pourrait parler du Mont-Saint-Michel, mais il y a des endroits absolument fabuleux. Eh bien, c'est ce qu'on a envie de partager avec tous ceux qui vont nous lire cet été. Voilà, merci François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires en duplex de Rennes. Voilà, pour finir ce Grand JT des Territoires, nous partons dans le Perche sartois, plus précisément à la petite cité de caractère de Montmirail, un haut lieu touristique de la région, avec son château. Des milliers de curieux d'ailleurs sont venus admirer l'édifice érigé entre le XIe et le XVe siècle, vous allez le voir. Ses terrasses et ses tours offrent une vue sur les alentours. Et Laure Girard, pour via LMTV Sarthe, l'a visité pour nous, regardez. C'est avant tout une impression de hauteur et de lumière qui se dégage du château de Montmirail. L'édifice culmine à plus de 200 mètres au-dessus de la campagne du Perche sartois. Vous avez 9 étages en fait entre le cachot tout en bas et le sommet. Philippe Herbelin est propriétaire du château depuis 4 ans. Il ne résiste pas à une escapade sur l'observatoire de la plus haute tour, érigé récemment dans l'histoire du château au XIXe siècle. En tout cas, il permet de voir de loin et d'admirer les couchers de soleil ou les levées de soleil. Donc c'est vrai qu'à un certain moment, on aime bien passer quelques minutes ici et profiter de la vue. Un observatoire à 30 mètres de hauteur qui offre un panorama circulaire sur le Perche sartois, mais aussi sur les jardins du château. 3 hectares de parc en accès libre, agrémentés cette année d'un jardin à la française. On avait déjà un jardin, il était déjà bien présent, mais on avait le sentiment que créer quelque chose de très fleuri, toujours dans ces thèmes de blanc et de bleu, irait tellement bien avec les pierres et avec l'ensemble du site que voilà, on s'est lancé dans cette petite conception. Tout a été planté au mois de novembre l'année dernière, et donc là c'est la vraie première saison. Partout, la lumière, même dans les 3 sous-sols du château. En ce moment, crise sanitaire oblige, les cachots du bas Moyen-Âge sont fermés au public. Mais la salle d'armes du XIIe siècle, elle, résonne toujours du savoir-faire de Pascal Turpin, maître coutelier. Certainement en fait des salles qui permettaient de conserver des aliments, des réserves. Le château était un château défensif encore à cette époque. Là on est dans le château reconstruit pour la 2e fois au XVe siècle. Et donc c'était le dernier bastion en fait où les habitants pouvaient venir se réfugier. Et donc qui dit refuge dit besoin d'eau. Il y avait un puits qui descend à 40 mètres dans le sol, mais surtout aliments pour pouvoir tenir et avoir des réserves. La lumière, encore, dans la partie habitée de la demeure, aménagée au XVIIe et XVIIIe siècle par la princesse de Conti, fille de Louis XIV et de la duchesse de La Vallière. On découvre en permanence le château.
Le château est grand, il y a près de 3000 m² au total de bâtiments. Et c'est sans cesse que l'on découvre de nouvelles choses. C'est un vrai monument historique avec une vraie histoire du XIIe au XIXe siècle. Et il y a encore des tas de pièces qui ne sont pas ouvertes, exploitées, etc. Il y a beaucoup d'histoires à aller chercher, à aller creuser. Donc j'espère que j'aurai le temps un jour de faire tout cela. Une histoire que le propriétaire veut continuer à partager avec un public toujours plus nombreux. Philippe Herbelin souhaite en secret que l'héritage culturel du château se conjugue au présent et rayonne sur toute la région. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve bien sûr très vite pour une prochaine édition et bon courage à tous. Au revoir.